Hello à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de Brain and Bullshit. Je suis toujours avec Xerius comme chaque semaine et aujourd'hui on a invité Félix Chassier avec nous. Si vous suivez cette chaîne, vous le connaissez déjà depuis un moment. Félix, tout le monde le connaît dans l'entrepreneuriat web français puisqu'il est dans l'ombre ou il a été dans l'ombre de pas mal de gens, notamment au niveau des opérations. Et aujourd'hui c'est le COO, le directeur des opérations de Calman Publishing et c'est à ce titre qu'il est là aujourd'hui. Comment vous allez ? Hello, merci Jérémy pour la super intro et on démarre, yes. Top, ouais, j'adore la verdure de Dubaï derrière Félix. Je suis content de Oui, voir t'as ça. vu, il paraît qu'il n'y a pas de verre à Dubaï, tu vois. Voilà. C'est faux. J'ai un client qui m'a dit, attends, là t'es en Roumanie, t'es pas à Dubaï parce qu'il n'y a pas de verre à Dubaï. Je lui dis, Franchement, pendant une seconde, j'ai vraiment cru que tu étais en Roumanie. Et après, j'ai vu les tours derrière. Et ça, je me suis dit, waouh, putain, c'est beau Dubaï. Ça, en Roumanie, ils font pas ça, hein, les tours. C'est pas leur il y a la truc. tour de Sauron là. On la voit pas, bref, attendez. L'idée de cet épisode d'aujourd'hui, c'est que Félix, tu balances un peu les coulisses de Capé d'un point de vue opération et structuration sur ce qui s'est passé de ton point de vue, du coup, de COO, de 200 à 300 cas par mois, et ensuite de 300 à 400, Ouais. puisque le reste, je pense qu'on l'a déjà bien documenté sur cette chaîne. Mais du coup, ça serait intéressant. Est-ce que on commencerait pas par qu'est-ce qui a été nécessaire pour arriver à 200K en quelques minutes, comme ça on passe pas trop de temps dessus, parce que ce qui va intéresser les gens, c'est ce qui est après. À 200K, les opérations, elles ressemblaient à quoi ? À 200K, l'enjeu, ça a été quand même d'automatiser et de processiser quand même pas mal de choses. À l'époque, c'était un peu le bordel, mais c'était un peu le bordel non pas parce que c'était particulièrement compliqué, mais c'est parce qu'on avait mis des choses un peu inconsciemment sous le tapis. Mais au final, donc c'était, il y avait pas mal de choses à automatiser dans l'onboarding. C'est vrai qu'on a un delivery qui est assez fourni, tu vois. Et il y avait, tu vois, l'onboarding, CRM surtout. Ça a été un gros enjeu d'avoir toutes les informations au même endroit. Le truc, c'est que quand tu scales, en général, tu mets ton énergie d'abord sur le marketing, ramener des calls, et après sur les enjeux sales. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec des dettes, des déperditions d'énergie dans l'entreprise un peu partout. Et en fait, c'est hyper important de revenir aux opérations pour que les efforts produisent 1,5 et pas 1. Et qu'on puisse repartir dans le fait de scaler, tu vois. Et gros enjeu CRM, mis en place, etc. On avait encore des Google Sheets à 200K, je crois. Hein. Oui. On avait des Google Sheets. On avait 3-4 Google Sheets qui nous servaient de CRM. Sachant que c'était pas les mêmes Google Sheets pour les sales et pour le produit. Ah oui, bien sûr. Et tu vois, sur le CRM, franchement, quand tu regardes les contenus sur le scaling, etc., t'as des réponses bateaux sur la structuration. Il n'y a pas de vrai contenu sur ce qu'il faut faire pour structurer. Mais un vrai CRM, tu vois, c'est quelque chose c'est un CRM qui communique tous les pôles entre eux et qui fait que une action quelque part va enlever la nécessité de communiquer au day-to-day sur énormément de choses, tu vois. On peut décrire un petit peu, mais est-ce que Jérémy, qu'est-ce que tu en penses ? De toute façon, nous, le CRM, c'est presque la pierre angulaire de la structuration dans la licence Gold, hein, donc c'est pas pour rien. Effectivement, c'est crucial. Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples parce que foncièrement, les Google Sheets, quand ils sont monopole, c'est pas dramatique en fait. Non, on sait que c'est pas tenable sur la durée, mais le problème, c'est l'intercommunication. Bien sûr. Est-ce que tu as des exemples de déperdition d'énergie et donc de perte de performance Oui, bien sûr. Quand tu n'es pas encore sur un vrai CRM uniformisé. Bien sûr. Alors déjà les onboarding, quand tu te retrouves avec un flot de clients assez important, tu as quand même un enjeu d'onboarding le plus rapidement possible. Pour la satisfaction client, pour que le fait que les gens paniquent pas parce que tu les as onboardés trop lentement, etc. Donc déjà, il faut que dès le closer fasse la vente, tu as l'info pour faire le suivi de l'encaissement, potentiellement s'ils envoient une preuve de virement, etc. machin,
pour tout de suite onboarder le plus rapidement possible, tu vois. Si tu n'as pas les infos au même endroit, etc., tu te retrouves en fait à avoir des temps d'onboarding qui peut être de, je sais pas, de 6 heures, alors que quand tu l'onboard dans l'heure, déjà, c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, sur le suivi, quand tu vas avoir les CSM qui vont pas avoir l'information sur le cas spécifique du client, etc. Donc il faut pouvoir retrouver des informations qui sont cruciales dans le suivi et éviter d'avoir de la communication. Ah tiens, Rachid, sur Jacqueline, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu lui as dit, etc. Machin, et patati. Ensuite, après, quand tu te retrouves à faire les factures des sales, il y a plein de choses en fait qui sont ultra importants et on s'en rend pas compte quand on est la tête dans le guidon que ça prend un temps fou en fait. Xerius, toi, il y a des trucs où tu as vu la différence entre le avant-après du CRM? Ouais. Le avant-après, je dirais même plus que le CRM, je dirais du système complet et qu'on explique dans Gold, tu vois, que les clients peuvent dupliquer. Puisque encore hier soir, j'avais une question d'une personne de mon équipe qui me demande, genre sur un client qui n'est pas dans Gold, qui me demande Qui vient sur Gold. là, on a le CRM Sales. Du coup, le problème, c'est que les calls qui sont envoyés la semaine 30 et les calls effectués la semaine 30, et les clauses effectuées la semaine 30, c'est des données totalement différentes, puisque les clauses envoyées, c'est pas pareil que les calls effectués, puisque les calls effectués, ils viennent peut-être des semaines précédentes. Et gros bordel pour savoir, en fait, pour traquer, tu vois. Gros bordel pour centraliser l'information. Ça, tu dois avoir automatiquement toutes les informations, c'est sûr. C'est hyper important. Ouais, mais en fait, sous un système Google Sheet, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus cassable que lorsqu'on commence à avoir un vrai CRM avec tout un système complet qui fonctionne, où tout est pensé pour que ça fonctionne ensemble. Toutes les briques fonctionnent comme des mécanismes. Et ça c'est un problème. Tu vois, c'est un business qui fait plus d'1 million par an, qui a cet enjeu-là aujourd'hui. Et donc, je le vois bien la différence, puisque quand il m'a posé la question, le membre de mon équipe, je lui ai dit, en fait, aujourd'hui, on n'a plus ces enjeux-là. Il me demande comment vous faites avec KP. C'est un problème que j'ai avec Xerius, c'est que maintenant, c'est des enjeux à 5 millions, donc de revenir à des enjeux à 1, tu vois, c'est plus difficile. Il faut se souvenir, tu vois. Mais ouais, les enjeux, la structuration, c'est un peu le parent pauvre, hein, c'est ultra crucial pour faire de la croissance et pour piloter ta boîte, mais en même temps, personne n'a envie de s'en occuper. Moi, en fin d'année dernière, ouais, c'est ça, fin 2024, j'ai accompagné une personne qui faisait déjà plusieurs millions. Je suis arrivé à l'intérieur, j'ai fait alors, tu appelles Xerius, tu installes Heroes, tu appelles machin, tu installes Monday, tu appelles machin, tu installes Agicap, tu appelles machin, tu installes cet outil. Et en fait, je me suis dit, mais je peux rien structurer, j'ai pas de data. Une entreprise, ça se pilote avec des data. Tu sais pas combien tu gagnes, tu sais pas quel est ton cash flow, tu sais pas quel est ton cash flow disponible, tu sais pas d'où viennent tes ventes, tu sais pas quel est ton time to sell, tu sais rien de tout ça. Tu peux pas faire de la croissance sereinement. Et nécessairement, quand tu as l'absence de data, dû au manque de structuration, tu es obligé de compenser en tant qu'entrepreneur avec l'énergie, et donc tu finis en burn-out. Ça résume bien. C'est sûr, c'est comme piloter une Formule 1. Le moindre écart, ça t'envoie dans le décor. Tu vois, quand tu commences à envoyer des gros budgets pub, si tu sais aucune donnée, t'es sûr d'aller dans le décor, quoi. Mais alors que c'est pas très compliqué en fait. Il faut juste le faire une fois. Tu mets en place les systèmes et en fait après, tu as une visu sur tout, quoi. Et le problème, c'est que tu as beaucoup de fausses solutions en fait qui sont données sur Internet. On te fait installer des systèmes hyper complexes et machin. Le truc, tu dépends d'un prestataire externe. Le truc, il fonctionne plus au bout de 2 jours. Tu comprends pas pourquoi, etc. Et alors qu'il faut avoir un process qui est ultra lean, tu vois, ultra lean dans la façon de faire les choses. Ouais, ça te permet d'avoir du coup des
des données, non pas que au marketing, mais ouais, à la livraison. Ah ben, Euh, surtout, non. livraison, sales, et donc tu as des données quantitatives, mais tu as également les signaux faibles que tu peux lire, puisque tu n'es pas dans l'urgence à éteindre des feux toute la journée. Tu as de la donnée qualitative sur les clients, sur où ils en sont, sur comment ils ont démarré, sur leur blocage, sur les points d'intention à avoir. Hyper important pour même l'expérience client, pour la LTV, garder les clients dans le temps, pour les satisfaire, etc., quoi. Donc c'est game changer. Ok. Donc à 200K, plus gros enjeu, uniformisation de la data SRM. On est d'accord avec ça? Il y a Foncièrement, si deux on enjeux aussi, ouais. Après, ça dépend de la voie qui a été choisie, parce que tu as plusieurs types de business quand même à 200K. Mais tu as aussi quand même, t'as des gros enjeux sur la sales team, sur la construction de la sales team. Normalement, tu as déjà bien structuré certaines choses pour arriver à ce niveau-là, mais en fait, c'est que le début. C'est le début des choses à faire. Et t'as pas forcément les infos parce que t'as pas encore t'as pas expérimenté ces enjeux-là, quoi. Mais c'est de l'enjeu de structuration de bons process et de bonnes data. Oui. Ouais. Ok. Et, donc en gros, tu passes de Google Sheet et bout de ficelle à... Vas-y. Ouais, c'est ça. Et après, il y a eu, je me souviens, il y a eu des enjeux, comme tu dis, Félix, au niveau sales. Et ça, c'est un enjeu au final qui se retrouve quand même à tous les niveaux. Bien sûr. Mais que tu C'est résous pas les mêmes. une, je trouve. Ouais, tu le résous une fois, mais après, tu vas pas avoir les mêmes enjeux, tu vois. C'est pas les mêmes enjeux. Je close tout seul, je recrute mon premier closer, je construis une sales team, je prends un head of sales, un sales manager, puis après un head of sales, puis après je fais monter en compétences. Je pilote le pôle, tu vois. Je laisse piloter le pôle. Voilà, il y a à chaque fois, c'est des enjeux qui sont différents quand même. Ouais. Et je trouve que la pierre angulaire, tu vois, pour moi, de ma vision extérieure de ce que j'ai vu, ce qui a été le plus game changer dans tout ce qu'on a mis en place, enfin tout ce que tu as mis en place, c'est la capacité de recrutement. De moi, de l'extérieur, de ce que j'ai vu, tu vois. S'il y avait une chose dans les points, j'ai mis quelques points, tu vois, et ça fait partie des petits points. À 200, ouais. À 200, on avait encore un vrai problème là-dessus, c'est qu'on n'était pas encore assez bien capable de recruter, onboarder, former aussi bien des CSM que des sales à grande ampleur, à toute vitesse, pour assumer une montée en charge progressive ou rapide. Et quand je vois aujourd'hui, on est capable de recruter une CSM ou plusieurs, et idem en sales, par paquet de neuf comme des nuggets en 5 jours, quoi. Exactement. Ce qui est important, c'est d'identifier les postes où tu vas devoir finalement, c'est pas que tu recrutes une fois, mais ça va être un enjeu tout au long de ta vie, potentiellement, de recruter, de renouveler, d'agrandir, etc. Et dans ce cadre-là, tu vas structurer déjà un process de recrutement sur lequel tu vas apprendre à chaque nouveau recrutement. Tu vas faire que tu crées un système une fois et qu'à chaque fois, tu l'améliores pour que ça soit de plus en plus facile. Et Jérémy, pour être transparent avec l'audience, il y a des recrutements hors process qu'on a fait sur un mois, tu vois. Aujourd'hui, CSM, en une semaine, t'as mis le truc, c'est recruté, c'est onboardé, on a choisi les bonnes personnes, voilà. Et ça, c'est important de penser déjà, tiens, j'identifie où, c'est quels postes qui vont être cruciaux, et ensuite de faire un vrai processus d'onboarding sur lequel on apprend, de recrutement. Et après, je peux détailler, arrête-moi, Jérémy, sinon je parle pendant des heures. J'identifie déjà un truc, tu vois, c'est que à 200K, t'es trop gros pour recruter à l'arrache, déjà. 200K par mois, hein, on parle bien sûr. Et en fait, nous, à ce moment-là, c'était encore un peu, Jérémy, il a eu une intuition, il a mis un poste, il a parlé 3 minutes à personne, il a dit vas-y, go, on la recrute. Et en fait, ça a fait systématiquement des catastrophes quand j'ai fait ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est Jérémy, il a eu une intuition, il vous a filé quelqu'un à faire passer dans le process.
Exactement. Et, Ouais. et depuis, on n'a plus du tout de problème, en fait, depuis qu'on fait ça. Parce que moi, je peux avoir toutes les intuitions que je veux, rencontrer toutes les personnes que je veux, etc. Pour rentrer chez KP, il y a un process de recrutement avec des étapes et tout le monde, sans exception, doit passer à travers. Et depuis, on a beaucoup moins de problèmes. On a des bien meilleurs candidats et enfin, des personnes à onboarder, quoi. Ouais. Et ça s'est vu partout, hein. Ça s'est vu le recrutement qu'on a fait au marketing, la structuration de la team opérationnelle ads, market au sens large, Xerius, parce qu'à 204, était encore un peu seul. Aujourd'hui, vous êtes 4-5. Ça se voit partout, en fait. Hein. On a internalisé une partie du juridique. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place. Est-ce qu'on décrirait le processus de recrutement qu'il faut mettre en place? Ouais. Ça sera intéressant. Il y a plusieurs volets. Il y a un aspect technique et après il y a un aspect de la capacité à révéler les bons talents, etc. Donc d'un point de vue technique, déjà il faut avoir un bon outil pour être capable de gérer des centaines de candidatures. Parce que si tu te retrouves pas avec le truc technique et que tu envoies les emails à la main ou je sais pas quoi, en fait, inconsciemment, tu veux pas ramener du volume tu te tires une balle dans le pied, tu dis, ah non, je veux pas recruter parce que ça va être chiant à faire, etc. Donc déjà, nous, on utilise Monday, il y a des étapes, en un clic, ça envoie les réponses, que ce soit positif, négatif, aux différentes étapes. On pourrait gérer 1000 candidatures, ça ne serait pas un problème. Tu vois. Aujourd'hui, on n'a pas un volume de 1000, tu vois, mais on serait en capacité de le gérer. Ça, c'est la première chose, c'est le point de vue technique. Tu dois être capable du formulaire que tu envoies sur les réseaux aux différentes étapes, que ça soit extrêmement facile et que dans un tunnel, tu puisses facilement recruter. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dois structurer en 2 temps, c'est-à-dire le premier, c'est sur le formulaire. Ma façon de recruter et ce qu'on a mis en place chez KP, c'est tu dois définir un test pratique le plus court possible, mais qui est le plus challengeant. Donc le bon ratio, la bonne équation, c'est le plus court, mais le plus challengeant qui permette de révéler si la personne a les compétences ou pas. Ou en tout cas, en la mettant dans une zone d'inconfort, etc., tu vois ce dont elle est capable. Donc ça, d'avoir le test le plus miniaturisé pour qu'à la première étape... Ouais. Sur ce test, désolé, je te coupe, mais... Vas-y, coupe-moi, Xerius. Ouais. Je me souviens quand on a fait les questions pour justement le recrutement d'un marketeur. Ouais. Je me souviens d'avoir fait un premier jet, tu vois, et d'avoir certaines questions. Et quand on a revu ensemble, ça m'a cassé le cerveau à quel point il y a un type de question que tu poses qui te permet de révéler les choses que tu veux, mais de manière très indirecte. Et je trouvais ça genre ultra brillant de pouvoir arriver à ce type de questions et même de penser à ça, tu vois. Et ça, je pense que c'est... Est-ce que c'est sur le test pratique ou c'était plus sur la trame d'entretien, c'était... C'est les deux. Il y a eu les deux. Mais je pense que ce qui m'a le plus... Moi, je vois ce que tu veux dire, Xerius. C'est ce qui t'a cassé le cerveau, ouais, comme tu as dit. Ouais, c'est peut-être la trame d'entretien, ouais. Le plus. Parce que sur le... Ouais, vas-y. Le but, c'est d'obtenir les informations que tu veux sans poser les questions frontalement, puisque dans une démarche d'entretien de recrutement, tout comme si c'était un premier date, on veut se faire voir sous notre meilleur jour. Et en fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est pas quel comportement tu as à ton top, c'est quel comportement tu as quand on est sur une régression vers la moyenne. Et donc, c'est pas la même question, en fait. Donc, quand tu poses une question, que ce soit dans un test pratique ou d'une trame de recrutement, tu dois te demander est-ce qu'il y a une bonne réponse, entre guillemets, facile à balancer, tu vois. Et si c'est le cas, c'est une mauvaise question. Si le candidat peut donner une réponse de bon élève, peut sentir, comme à l'école, c'est quoi la bonne réponse pour la maîtresse, tu vois, ça va pas. Tu dois pas voir c'est quoi que tu dois répondre comme bonne réponse, tu vois. Donc ça, quand tu fais le test miniaturisé, le plus court possible aussi pour toi, pour être la capacité de, si tu as 200 candidats,
que tu puisses dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non facilement. Paf, ça envoie les emails aux différentes personnes. Et ensuite, tu fais une espèce de petite présélection. Et après, tu regardes ceux dont tu vas faire passer un entretien. Et là, c'est hyper important de voir que c'est pas le même objectif à la première étape que pendant le recrutement. Là, dans les premières étapes, tu t'es centré vraiment sur le côté, sur les compétences pratiques. Dans l'entretien, tu veux révéler l'être profond de la personne. Et sachant que comment dire, le recrutement, l'entretien, c'est un peu scénarisé dans le sens où tu l'as que pendant 1 heure, la personne va se montrer sous son meilleur jour. Donc, en fait, tu vas devoir la challenger dans qui elle est le plus loin possible pour pouvoir révéler qui elle est. Et c'est ça qui est le plus compliqué à faire. Et la plupart des gens en fait posent des questions de journalistes. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils disent, c'est des questions, je sais pas, voilà, c'est quoi tes expériences, machin, qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin bref, tu as des questions très générales, très ouvertes, comme ça. Ça un peu, ils notent, tu vois, et tu te regardes, ils te notent, etc. Ça va pas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est un espèce de tunnel, c'est-à-dire tu ouvres un sujet et tu vas challenger la personne sur ses réponses pour aller de plus en plus loin, peut-être montrer des contradictions, etc. Et tu fais un vrai exercice de pensée pour révéler qui est la personne. Et après, sur cette base, quand tu as les différents entretiens, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de recruter les gens. Tu vois. Et c'est ça qui manque, c'est d'aller challenger, d'aller chercher finalement l'être profond, presque les côtés noirs des gens, tu vois. C'est quoi la différence dans le quotidien d'une boîte, dans les opérations, entre un recrutement réussi et un recrutement raté? Ah bah, recrutement raté, tu vas avoir quelqu'un qui va être déjà en termes de compétences, qui va être moins bon, qui va être moins efficace, qui va être plus difficile à manager, qui va faire perdre du temps, tu vas avoir une déperdition. Et en fait, le truc, c'est que si tu as une personne qui, entre guillemets, en termes de niveau, est là, tous les autres dans la boîte vont se calquer sur le niveau d'exigence le plus bas. Ouais. Et tu vas avoir une personne qui va tirer, entre guillemets, vers le bas toute la team parce que ça va être le nouveau, finalement, le setup d'exigence. Donc, Et en plus de ça, il n'y a rien qui démotive plus des performeurs que de devoir rattraper la médiocrité d'un collègue qui n'a rien à foutre là. Exactement. Et en fait, c'est compliqué parce que quand c'est sur des compétences comportementales, des soft skills, etc., c'est plus dur de faire évoluer les gens, tu vois, que sur des compétences. Et c'est aussi plus difficile à pointer, tu vois, à faire prendre conscience, etc., à dire que ce n'est pas dans le niveau d'exigence. Donc voilà, tu vois. Donc ça peut être sur des trucs très concrets, hein. Ça peut être sur la rapidité d'exécution, sur la façon de communiquer avec les autres. Ça va être quand je parle de la façon de communiquer, c'est-à-dire la façon de formuler les demandes. Ça va être la capacité à travailler avec les autres. Ça va être, il y a énormément de points en fait qui sont importants. Ok. Mais nous, ce qu'on a observé le plus, c'était plus c'est au niveau des managers. C'est plus tu as des gens qui sont faciles à manager, plus tu peux driver de la perf de manière collective, quoi. Ok, intéressant. C'est quoi les enjeux d'opération pour passer de 200 à 400 cas par mois? Alors, je dirais que le premier enjeu, c'est un enjeu de culture. Alors c'est pour ça que j'ai fait une petite tête parce que c'est à la fois la frontière opération, mais ça concerne, tu vois, ça concerne aussi, tu vois, le CEO, ça concerne tous les head off. Il y a c'est le premier sujet pour moi. C'est l'enjeu de culture, c'est ce que avant on faisait en 3 mois, aujourd'hui on le fait en 3 jours. J'avais mis les conversations qu'on avait en novembre, de l'année dernière. Est-ce que tu peux raconter un peu
Félix il sautillait sur sa chaise parce que les choses n'allaient pas assez vite et parce que tous les enjeux étaient critiques et qu'il en avait marre. Et moi je lui répondais lâche prise, tout va bien, on fait de la croissance et tout. Mais effectivement, à un moment on s'est retrouvé bloqué et si on n'avait pas résolu ces enjeux de culture, on serait resté bloqué. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce qu'on faisait en 3 mois, on le fait en 3 jours. J'ai pas l'impression qu'en termes de charge de travail, on travaille plus pour autant. Ouais, c'est ça. Mais on travaille complètement autrement, on priorise complètement autrement, on a structuré, playbookisé, recruté, mis en place des process, on a défini différents niveaux d'urgence sur différents sujets. Il y a plein de petits trucs à la con qu'on a juste arrêté de faire. Et du coup, en fait, on a gagné en vélocité, mais de ouf. Notre enjeu, nous, ça a été de libérer l'espace mental, parce qu'en fait, l'énergie de chacun était complètement diluée, dispersée sur des enjeux qui n'étaient pas importants, et ce qui nous empêchait de nous concentrer sur les choses importantes, tu vois. Et quand on a pu éliminer tout un tas de choses pour se focus sur les gros enjeux, là, c'est là où on a envoyé du lourd, tu vois, sur les processus des ads, sur la sales team, etc. Ouais, de ouf. Et Xerius, toi, qu'est-ce qui t'a, vraiment d'un point de vue purement opérationnel, qu'est-ce qui fait que ce qui prenait 3 mois prend 3 jours? En fait, moi, je le vois par phase. C'est-à-dire que si tu retournes en 2021, le business vient d'être lancé. Enfin, il a déjà peut-être 6 mois. Et il y a une équipe en place. Et j'arrive dans l'entreprise et je vois que genre, il manque cette vélocité. Tu vois, genre, il y avait les membres de l'équipe qui étaient là à cette époque-là. On était 5 à l'époque, un truc comme ça. Ouais. Ouais, et tout était lent, c'était vraiment difficile. C'était terrible, tu devenais fou. Et du coup, j'arrive, je mets en place, j'arrive avec une nouvelle énergie, etc. Et pendant peut-être 6 mois, 1 an, il y a eu je trouve, l'énergie du début, tu vois, genre l'énergie c'est l'énergie d'une nouvelle relation, tu vois, genre t'as des paillettes dans les yeux. À l'époque, t'as pris ce rôle de CEO momentanément, et c'est toi qui as commencé à pousser tous les projets sur tous les pôles, et en fait, juste tu l'as repoussé au cul tout le temps, quoi. Sauf que c'est pas tenable sur la durée. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je vois le truc par phase. Ça, c'était il y a 2 ans, non? Non, 2021, quand Xerius est arrivé. Ah oui, de 2021, pardon. 2021 jusqu'à 2022, 2023, où c'était pas encore clair, les frontières, il n'y avait pas vraiment de poste, etc. quoi. En termes de CEO, CMO, je savais pas ce que j'étais. Personne savait, mais moi je savais pas ce que j'étais à l'époque. Moi non plus aussi. Et du coup, je coupe juste sur un truc. J'ai fait des petits calculs et je réfléchis ça parce que je parlais de ça avec Marie l'autre fois. Si on remonte à 2019, 2020, 2021, même avec les boîtes pré-capées, ce que je faisais par mois, aujourd'hui, on le fait en une demi-journée. Juste pour se rendre compte. C'est ouf. Presque un demi-million ce mois-ci, c'est dingue, en vrai, en 30 jours. Ouais, sur 30, on a battu le record sur 30 jours roulants. On est à 426. Et sur 30 vrais jours du mois, là on a fait quoi, 406, un truc comme ça, sur le mois de septembre. Pas mal. Ouais, de fou. Mais ouais, donc tu vois, il y a eu toute cette période de 1 à 2 ans, jusqu'à 150 à peu près, 150, 200K, je sais plus exactement. Et puis après, c'était à nous, enfin, en tout cas de mon côté, genre essoufflement. Et je me reconnais, c'est-à-dire que j'étais un peu comme la team au début quand je suis arrivé, tu vois. Genre, c'est comme s'il y a eu un roulement, genre essoufflement. Et là, il fallait changer des choses. Régression vers la moyenne, en fait, tu rejoins, c'est ce que disait Félix avant, tu rejoins le niveau d'énergie du maillon le plus faible. Et quand on dit ça, c'est pas du tout pour juger la valeur humaine, mais juste l'efficacité d'une personne au sein d'une entreprise. Et on parle d'output là, on parle pas de. Vraiment, parce que d'ailleurs, on avait des gens qui bossaient vraiment, tu vois, mais juste en fait, c'était pas les bonnes personnes au bon poste avec les bons process, et donc l'output était une cata, quoi. Ouais. Et du coup, d'un point de vue opérationnel, il y a des inputs, il n'y a pas d'output. Enfin, il y a moins d'output, c'est-à-dire moins de résultats tangibles. Ce qui fait que, grâce aux opérations à ce moment-là, aux opérations, à la culture,
mise en place de process, discussion interne, re-challenge, se rechallenger, se réaligner sur ce qui est important, parce qu'il y avait aussi cet essoufflement parce qu'il y avait plein de choses qu'on faisait, je pense, et qu'on ne devait pas faire, tu vois. Il y avait un million de trucs qu'on mettait sous le tapis. La dette technique, on la mettait sous le tapis. La dette de culture, on la mettait sous le tapis. La dette de management et de recrutement sous le tapis. Et en fait, c'était juste Jérémy pousse plus fort et laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Mais tout le monde n'est pas content, y compris moi. Et alors, ça nous a pas empêché de x2 chaque année, hein, la taille de la boîte, faut quand même le rappeler. Mais c'était plus dur à cette époque-là. Humainement, Ouais. j'entends. Parce que le truc, c'est que l'équation du management pour une boîte réussie, c'est que tu es le niveau d'exigence le plus élevé, mais que en termes d'input et comment dire, d'input, de facilité, que ça soit le plus facile, le plus light pour les équipes. Plus tu as ça, plus c'est réussi. Et nous, on était dans une situation où c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on était dans une phase où on est dans plein de dettes, etc. On vivait avec une certaine lourdeur, on avait l'impression que c'était lourd, etc. Chacun à tous les postes. Et en même temps, en fait, en niveau d'exigence, on était beaucoup moins exigeant qu'aujourd'hui, tu vois. Et Et, en fait, et on a fait ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour le même output, quand tu es bien structuré, c'est fluide et facile et agréable. Et quand tu l'es mal, tu peux avoir le même output, hein, mais c'est dur, c'est lourd, c'est chiant, il faut bosser, c'est galère, il n'y a rien qui marche, t'en as plein le cul, etc. C'est ça la vraie différence de structuration entre les deux. Hein. C'est pas tellement l'output, c'est l'énergie que ça demande. Exactement. Ouais, 100%. Si on regarde, donc ouais, 2021, Xerius t'arrive, on commence à structurer des petits trucs. Ensuite, toi, tu fatigues. 2022, on était porté par la croissance, mais en vrai, on n'a pas structuré grand-chose. 2023, vu qu'il y avait le projet bébé, Marie enceinte, etc., on a commencé à beaucoup structurer, notamment sur le produit, CSM, coaching et tout, pour que ça puisse passer. Fin d'année, on commence tout doucement à structurer le marketing et les opérations et le sales. Je pars en congé, il y a quand même pas mal de trucs qui pètent. On met 6 mois à les réparer. Et je pense que c'est dans ces moments-là, hein, 2023, 2024, qu'on commence à avoir les déclics de à quel point la structuration des opérations est importante pour notre croissance, pour que notre job soit agréable et fluide. Et je pense que depuis, ça ne nous a plus jamais lâché. Et de plus en plus, on ne se concentre pas sur comment est-ce qu'on fait de la croissance, c'est comment est-ce qu'on fait de la croissance fluide et facile. Et ça change tout en termes de mindset, je trouve. Ouais. On ne savait pas, on savait pas alors que c'est simple, tu vois. Il fallait nous le dire. C'est ouf. C'est bien parce qu'on a mis des années à trouver une réponse qu'on donne maintenant en quelques semaines. Mais c'est ça, mais c'est aussi ce qui fait notre force, c'est-à-dire que moi je considère à l'école, tu vois, un bon prof, tu le juges non pas sur la qualité, sur les meilleurs élèves, sur les résultats des meilleurs élèves, mais tu le juges sur la capacité à élever les élèves qui ont plus de difficultés. Et pour pouvoir élever les gens qui ont le plus de difficultés, il faut les avoir vécus. Et c'est ça qui est la différence entre un bon pédagogue et l'athlète de haut niveau qui pour lui ça a été tout facile et qui est pas en capacité de finalement transmettre. Apprendra plus vite la musique avec quelqu'un qui n'avait absolument aucune capacité et a tout appris intellectuellement et avec des techniques de pédagogie, etc. qu'avec la personne qui est née avec l'oreille absolue et genre à 3 ans, ça pouvait siffler du Mozart, tu vois. Parce qu'en fait, cette personne, elle sait, mais elle sait pas comment elle sait, ni pourquoi elle sait, ni comment est-ce qu'elle a appris. C'est naturel. De la même façon, je répète toujours le même truc à nos clients. Tu veux apprendre à conduire avec le meilleur professeur d'auto-école de France, pas avec un pilote de F1. Ouais, mais le pilote de F1, on va vite. Ouais, mais tu vas dans le mur aussi direct parce qu'en fait, à la moindre embûche, quand il a le volant dans les mains, il peut te dire ce qu'il faut. Enfin, il sait ce qu'il doit faire, mais il est incapable de te l'expliquer avant que ça arrive. Et surtout, il va te sortir des explications qui sont très fumeuses. Ouais. C'est-à-dire, il suffit que tu tournes un petit peu à gauche là, tu vois. Alors, tu vois, quand j'ai un peu un problème, je regarde l'inclinaison du soleil. Le truc a rien à voir, mais en fait, c'est juste qu'inconsciemment, en fait, il fait un truc naturellement, voilà. Le truc, ça a rien à voir, ça n'a pas de relation de cause à effet. Mais là, je le sens comme ça, tu vois. Là, je compte à 3. Et ça fonctionne. Le truc, c'est l'exemple que je donne toujours et qu'on a vécu avec Xerius. Il y a des entrepreneurs qui sont plus avancés que nous et on se dit cool, on va se faire accompagner par eux. Ils ont dû comprendre un truc qu'on ne comprend pas. Et on arrive en call
et on leur dit on a un enjeu, on peut pas scaler les ads, on a un time to sell qui est à 180 jours. Et en fait, le besoin en fond de roulement fait que si on scale les ads comme on voudrait, bah en fait, on va se manger un effet ciseau et on va couler la boîte, quoi. Et là, il nous regarde, c'est vraiment lunaire la scène, quoi. Il fait mais vous dépensez combien en ads? Bah 10 000. Et vous faites combien de CA? 100 000. Bah vous faites x10, faut juste dépenser plus. Ouais, mais les 100 000 de ce mois, c'est sur des ads d'il y a 6 mois. Ah non, ça ne regarde pas, nous. Si vous gagnez de l'argent, vous dépensez juste plus. Oui. Bah ouais, mais Oui, là. l'effet ciseau, non. Ah non, ça ne regarde pas. Ah d'accord. Il faut à ne pas reproduire chez soi, là. La Formule 1 part dans le mur, là. Catastrophe. Catastrophe. Et en fait, c'est des personnes qui ont eu un product market fit et un founder market fit parfait, un peu de chance de taper juste du premier coup, et derrière qui ont beaucoup travaillé, il ne faut pas leur enlever le boulot, hein, mais qui n'ont pas eu de démarche de recherche de ce qui allait marcher, parce qu'en fait ils l'ont trouvé du premier coup sans faire exprès, et du coup ils ne savent pas comment chercher. Ouais. Quand tu parles de founder market fit, c'est surtout un avantage injuste qui n'est pas reproductible, tu vois, par les autres. Et donc tu peux pas transmettre. Donc forcément, tu transmets du basique. Dépense plus, appuie sur un bouton, recrute des sales, ramène des calls. Ah ouais, bon, si c'est pour payer je sais pas combien, merci quoi. Je sais qu'il faut ramener des calls et faire les calls, quoi, tu vois. Mais tu as dit un truc très important en termes de structuration. Ne jamais rien structurer sur un avantage injuste non reproductible. Ouais. Quelqu'un qui est absolument brillant sur un truc de façon complètement innée, pour la structuration d'une boîte, c'est une catastrophe. Parce que c'est pas reproductible en fait. Et ce qu'on veut, c'est standardiser le niveau. Et alors, on veut qu'il soit aussi haut que possible, hein, mais on veut le standardiser. C'est ça qui fait que c'est fluide. Est-ce que y a d'autres choses en termes d'opération qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas expliqué entre 200 et 400 cas par mois et qui ont été importantes? Tu l'as dit juste en une phrase, mais tu vois, le pendant du recrutement, c'est aussi la formation en interne. Et de même comment dire, un bon programme d'accompagnement, c'est ta capacité à élever les élèves qui te rejoignent. C'est hyper important que en fait, tu penses de la même manière. Je dois aussi transmettre aux personnes qui rejoignent l'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs finalement se disent tiens, je recrute, je vais pas, inconsciemment ils veulent pas dépenser du temps, de l'énergie à former les gens, etc. Tu vois. Et c'est hyper important que tu aies aussi un programme d'accompagnement en interne pour élever les gens dans ta team, tu vois. Et ça c'est crucial, tu vois. Donc comme dans un programme d'accompagnement, tu as coaching de groupe, tu vois, des vidéos enregistrées, tu as des process. Et de même qu'on a structuré l'onboarding CSM, l'onboarding sales, ça a fait une grande différence sur la capacité à prendre en main le poste de la meilleure manière, tu vois. Et ça, notamment Marie, tu vois, a fait un gros travail sur le poste CSM. Et aujourd'hui, c'est assez fou la capacité des nouveaux CSM, tu vois, à s'immerger, à comprendre les enjeux et à démarrer rapidement, tu vois. Et ça, c'est un avantage un avantage injuste, mais qu'on a créé, tu vois, qui repose pas sur quelque chose en fait, dont on avait un talent inné, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que Marie, sa notion de care, elle est excessivement innée chez elle. Ouais. Et pendant longtemps, elle se battait. Je me rappelle, elle me disait non, mais je vais pas tout processiser. S'ils comprennent pas ça, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Et à force, recrutement après recrutement, d'être challengé par les personnes qui arrivent en disant j'aimerais bien qu'on mette des process, j'aimerais bien qu'on mette des fiches, j'aimerais bien qu'on mette des messages types, j'aimerais bien que ci, j'aimerais bien que ça, j'aimerais bien qu'on mette tous les case studies, tous les scénarios qui peuvent arriver, etc. Et au début, elle disait non, s'ils comprennent pas, ça sert à rien et tout. Et au bout d'un moment, par fatigue, en fait, il y avait Sacha qui était né, etc. Elle accepte en se disant de toute façon, je suis plus en état de faire autrement. Je suis forcé de le faire. Ouais, non, mais c'est ça. Et d'un coup, ça marche mieux. Et là, elle a un déclic, elle fait ouais, ok, ben, c'est inné pour moi, je peux pas transmettre ça. Par contre, si je mappe les milliers de scénarios possibles, ben en fait, ça fera pareil. Sauf que en plus, n'importe qui pourra venir et le faire bien. Et ça, grosse réalisation pour elle et donc pour nous tous, hein, c'est l'inné peut se transmettre simplement pas en expliquant la règle,
mais en mappant les milliers de scénarios possibles. C'est sûr. Xerius, tu vois des choses qu'on aurait oubliées, toi, que tu as vécues de l'intérieur? Ce que tu viens de décrire, juste, ça me fait penser au livre The E-Myth. C'est un livre sur la structuration de business. Bon, je l'ai dit en français, mais c'est The E-Myth, parce que c'est M-Y-T-H. Ah, le mythe, ouais, ok, je vois lequel c'est, ouais. Ouais. Et c'est exactement ça, en fait. Genre, le mec, il décrit comment McDo est devenu McDo, comment d'autres business sont devenus aussi gros. Et ça me fait les grave franchises. penser, en fait. Ouais, Xerius sur les franchises, c'est incroyable quand tu regardes le taux de réussite des nouveaux restaurants qui sont pas franchisés comparé au taux de réussite des restaurants franchisés. Alors, j'ai pas les stats, mais c'est genre les franchisés, c'est 90% et les non franchisés, c'est 10%, tu vois. Oui. Et c'est là que tu comprends que McDo, tu as un book comme ça sur comment faire le cheeseburger et à quelle heure il faut nettoyer les toilettes, tu vois. En fait, que ça a du sens et que ça permet la réussite sans même se poser des questions, tu vois. Ouais, et c'est fou parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait finalement, parce qu'on transmet les process et c'est comme si genre on avait des franchisés, tu vois. Et McDo, en fait, ils ont compris comment faire gagner de l'argent, comment systématiser le fait de gagner de l'argent. Du coup, ils sont capables de le reproduire avec n'importe qui, avec un taux de réussite de 90%, même plus. Et effectivement, les stats que tu dis, je les ai vus il y a 2 jours. Et je crois que c'est franchisé, c'est genre 78% de taux de réussite. Et non franchisé, c'est genre 8% ou 9%. Donc c'est C'est pas incroyable. étonnant. Donc effectivement, genre les gens, par exemple, qui vont rejoindre Gold, par exemple, le taux de réussite, c'est pareil que la franchise, en fait. Genre, il est Nous, on beaucoup plus aurait aimé élevé. avoir toutes ces infos, putain. On aurait gagné tellement d'argent plus rapidement. C'est ouf. Et moi, j'avais fin, je crois que c'était début 2024. J'avais fait un message LinkedIn parce qu'on avait des enjeux de structuration et je voulais parler à des gens qui la maîtrisaient. Et je me retrouve au téléphone avec le CEO d'une grosse boîte qui fait de la formation globalement en France, qui faisait à l'époque 10-15 millions. Et je papote avec cette personne qui me dit non mais cherche pas, structuration. Je fais mais comment je fais, machin, je trouve pas. Il me fait non, c'est du Fordisme. Il me fait réfléchis pas. Comment est-ce qu'ils font les franchises, comment est-ce qu'ils font les grandes chaînes, etc. Les CSM sont formés sur une compétence type. La compétence type, elle est enchaînée, elle est enseignée. Ils doivent la maîtriser sur le bout des doigts. Ils font pas autre chose. S'ils veulent faire autre chose, ils passent par une formation pour faire autre chose et ensuite ils peuvent monter et faire un autre poste. Ça, y a pas de problème. Mais en fait, il m'a dit bah, tu fais du cloisonnement. Ça veut pas dire qu'une personne qui rentre pour un truc peut pas en faire un autre. Mais ça veut dire quand elle fait un truc, elle doit le maîtriser à la perfection et elle ne fait que ça. Et en fait, tu as des micro-experts sur des sujets et des process de communication au sein de la boîte. Si tu as une boîte qui tourne extrêmement bien, où c'est extrêmement fluide, et où ça fonctionne mieux, quoi. Ouais. Tout en permettant de libérer des espaces de créativité à des endroits, mais on n'est pas créatif sur le process. On est créatif sur un nouveau problème qu'on va essayer de résoudre autrement. Pourquoi pas? Process, on a un process qui marche. Une fois qu'il marche, on n'est pas créatif dessus. Ouais, et en fait, les process n'enlèvent pas la créativité. Justement, ça te donne un cadre dans lequel tu peux l'être. Bah, si tu sais exactement comment tu fais le day-to-day, tu peux être créatif sur tout le reste. Et attention, les process, c'est pas ce qu'on entend des SOP avec petit 1 fait ci, petit 1 fait ça. C'est un peu plus. Pas du tout. Oui, non, mais si tu peux expliquer, Jérémy, parce que quand Ouais, je vois non. du contenu sur les structurations, sur notre truc, oui, il faut faire des SOP et voilà, et tu fais des Google Sheets et tu te retrouves avec. Je rigole. Non. Mais... Ils se retrouvent vraiment, Non. les boîtes comme ça qui font ça, ils se retrouvent avec genre plein de Google Docs qui prennent la poussière et que personne Ouais, c'est un n'ouvre. manuel Au final, ça d'utilisation, résout pas le quoi. problème. Que personne n'a envie d'utiliser. C'est le manuel de la télé, quoi. Et surtout, comment dire, tu tends dans une démarche où toute la culture de la boîte est rentrée sur du micromanagement plutôt que. Donc, ouais. Les process, pour moi, c'est tu vas avoir des situations A, B, C, D. On veut que tu les résolves de la façon 1, 2, 3, 4.
pour ça, tu peux parler à telle personne, telle personne, telle personne. Et si besoin, tu peux te référer à tel document. Tu C'est dois, tu dois, en ouais. gros jamais être perdu. Tu face dois à un donner problème. des outils pour réfléchir et prendre les bonnes décisions. Mm. Et non pas de je fais, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça, etc. Alors non. Alors si la personne a utilisé au CSM, si la personne a utilisé le mot-clé ça, tu dois faire ça, tu imagines l'enfer. Ouais, non, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Yes. Encore heureux d'ailleurs, ce serait terrible. Je peux Ok. poser une question à Xerus? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que ça a changé pour toi que le pôle sales communique automatiquement aux médias buyers via Eros les informations sur la qualité des leads? Bah, en Parce fait, qu'aujourd'hui, ouais, ça c'est dans les gros chantiers qu'on a mis en place justement Ouais. pour passer de 200 à 400 et être capable de continuer à dépenser plus. Moi, comme j'étais vraiment dans le tunnel technique, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour aujourd'hui, tu vois, dans le pilotage. Hmm. À quel c'est point drôle, ça a vu que changé le. j'ai une question. Il y a une personne de la Willever qui me pose une question et qui a un problème justement avec les sales où en fait les sales ne remplissent pas CRM, Classique. ne communiquent pas et elle a beau répéter les choses, ça Mais nous, fonctionne on a pas. trouvé Et du coup, solution. Ça, on a trouvé solution, mais on le dira ouais, après ça. voilà, justement. Mais du coup, je vois d'où on part. Genre, ça m'a rappelé cette époque, tu vois. Et elle le prend personnellement, mais ce qui est normal, tu vois. Je le prenais aussi personnellement parce que quand tu sais pas, tu te dis putain, mais ils ont quoi, genre, pourquoi ils le font pas? Et du coup, ce que ça a changé, le fait de plus avoir à rappeler les choses déjà rappeler les choses et les répéter 100 fois, bah, c'est une charge mentale en moins sur un truc qui n'a pas de vraie valeur ajoutée. Genre le répéter, ça n'a pas de valeur ajoutée. Le faire, oui, tu vois. Tu penses à quoi là? Je vois pas le lien avec ma question, Xerius. Bah, en fait, Ah. par exemple, typiquement, le fait que chaque semaine, ils envoient les leads Ouais. sans que j'ai à le demander, Ouais. sans que j'ai à le répéter s'ils le font pas 3 ou 4 fois par semaine, genre ça, bah, putain, mais c'est en termes de charge mentale, c'est beaucoup plus facile de faire mon job, en fait. Et Ouais. ensuite, en termes de résultats sur le pilotage des campagnes, ça a du résultat. Ça a du résultat pour eux, puisque le fait d'avoir un process fluide où chaque semaine, on obtient les leads qui ne sont Parce pas que ce qualifiés. que tu dis pas, Xerius, c'est que pour Ouais. l'audience, pour qu'ils comprennent, on a 2 systèmes sur la qualification des leads. On a toutes les données qui sont envoyées automatiquement, tu vois, à Eros pour le media buying. Et après, on fait un travail d'échantillonnage sur les leads de la semaine pour croiser les informations, etc. Et en quoi, tu vois, ces 2 process, ça a changé, tu vois, le media buying. Parce que moi, Ouais, c'est un truc bah, qui m'a. Juste pour t'interrompre, Xerius, moi, j'ai travaillé pour quand même pas mal de boîtes différentes, etc. Donc, c'est hyper intéressant de voir d'un point de vue comparatif les forces et avantages de chacun, faiblesses et compagnie. Et nous, en termes de media buying, c'est vrai qu'on a, enfin, comment dire, on a mis en place un niveau de sophistication, mais de sophistication simple, qui quand même produit beaucoup plus de résultats. Et c'est ça que je voudrais que tu nous en dises. Comment ça a changé entre 200 et 400, tu vois, notamment avec ces process-là. Ouais. Bah, en vrai, très concrètement, on a réussi à scaler le volume, le budget pub, tout en gardant une qualité des appels qu'on a, qui est très très correcte. Enfin, en gros, C'est qui n'a quand pas la période où de. on plafonnait? Il y a une période justement où on n'avait pas mis en place ça, et on commençait à plafonner en termes de dépenses et tout. Jérémy, tu te souviens? Fin 2024. Ok. Moi, j'ai un problème En avec fait, les dates. avant qu'on mette en place ça, à chaque fois qu'on essayait de scaler le budget, la qualité des leads devenait pourrie. Ouais. Donc Et le on coût a mis par en call, place 2 il choses. On a mis en place. explosait aussi. Ouais, et le coût par call, il explosait. Du coup, on a mis en place 2 choses, c'est plus de créa et meilleur contrôle sur la qualité des leads avec Meilleur ce tracking. système-là. Et du coup, maintenant, bah, on est capable
de remonter de piloter sur la qualité des leads. Donc, on n'a plus juste En une temps réel, info. quasiment, ouais. On n'a plus juste une info quantitative, mais on a une info qualitative. Et ça change les résultats qu'on a, puisqu'on a réussi à passer de 200 à 400. Bah oui, mais ça permet de mieux interpréter. Juste, je vois un ROS, mais je tape pas plus d'infos que voilà, tu vois le nombre de calls qualifiés qui est en parallèle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est on a un système de scoring des leads qui sont faits sur la base de ce que les commerciaux, à la suite des appels, vont mettre une étiquette assez simple pour eux-mêmes, c'est pour eux-mêmes, directement, ça envoie directement les informations sur Eros pour le media buying et pour pouvoir piloter à Meta, tu vois. Et ça, c'est extrêmement puissant. Qu'on est passé de cette pub, elle rapporte trop de calls, c'est trop bien, le coût par call, il est pas cher et tout. Cette pub, elle rapporte plein de calls, mais tous les calls, ils sont pas quali et c'est des no-show. Bon, on la coupe au lieu de la pousser. Du coup, c'est beaucoup de choses dans l'entraînement du pixel. Tu vois. C'est la Ferrari qui part dans le décor, là, tu vois, c'est la capacité à tenir les volants, quoi. Si t'as pas le bon tracking, tu pilotes au coup par call, sauf si t'as un cycle de vente extrêmement court, c'est le cas dans le Bizop, mais c'est pas le cas chez nous. Et donc, en fait, t'es obligé de piloter avec les data que t'as. Les data que t'as, c'est des coups par call. Bon, une pub qui a un super coup par call et qui envoie du volume, tu te dis, je la scale. Sauf qu'en fait, si elle envoie du volume pété et que t'as rien pour le traquer, aujourd'hui, on peut traquer quasiment au call par call, quoi. Et si tu pilotes Core, ROS, machin, tu te retrouves à avoir un délai de prise de décision sur les hypothèses marketing que tu as fait. Et du coup, plus tu crames tes sales, parce qu'imagine-toi, je sais pas moi, t'as un call à 50 €, t'envoies 10 calls, t'as dépensé 500, et il y a eu une vente à 2000 €. Ok, tu te dis x4, super. Sauf que si tu x10 ce truc-là, le ROAS il est bon, mais les sales ne tiendront pas le choc derrière. Il y a trop de volume de calls pété par rapport aux ventes. Et donc tu vas cramer tes sales et donc tout va se péter la gueule. Et ça, tu peux le savoir que si tu as de la data quali et pas que quanti. Parce que c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est piloter que au ROAS. Alors qu'en fait, oui, tu peux piloter au ROAS, mais il faut piloter au ROAS par rapport à l'effort fourni et la viabilité du système. Si tu es obligé de recruter 10 sales par trimestre parce que tu les crames, ton système, il est sur du bambou, quoi. Ça va se péter la gueule à tout moment. C'est une machine sur pilotis, quoi. C'est pas terrible. Faut devenir très bon en recrutement, là. Oh putain, quel enfer. Non, mais c'est surtout que si on fait ça, on va se faire engueuler par les sales, nous. C'est vrai. Mais on a déjà abordé pas mal de choses. Est-ce que vous auriez chacun un mot de la fin, un conseil d'opération ou de structuration que vous voudriez donner aux gens qui nous écoutent? Ouais, je peux commencer, ouais. Moi, je pense qu'il faut commencer par les quick wins, tu vois, c'est-à-dire les toutes petites choses qui apportent un résultat avec un effet cumulé de façon comment dire, vraiment sur le long terme. Donc là, ce que je veux dire, c'est casse pas trois pattes à un canard, mais en fait, c'est hyper important et ça apporte énormément de résultats. Tu vois, déjà, tu vois, par exemple, nous, un des trucs que je kiffe le plus, c'est l'ajout automatique des contacts sur WhatsApp pour les sales. C'est-à-dire que dès qu'il y a un call qui est booké, automatiquement, tous les sales ont tous les nouveaux contacts sur WhatsApp. Donc là, tu vois ce que je suis en train de te dire, là, ça casse pas trois pattes à un canard, tu vois. C'est un zap. Non, mais là, c'est un zap, là, ça prend 10 minutes, tu vois. Mais le truc, sur le long terme, de leur décharger d'une heure de travail chiant, et plus tu leur rajoutes du travail chiant, plus ils vont moins le faire, plus le CRM va pas être rempli, machin, etc. Tu vois, il y a énormément de choses. Donc ça, donc, il faut faire ces choses-là. Tu vois, nous, l'onboarding automatisé, c'est vrai que quand je dis comme ça, l'onboarding automatisé, on se dit c'est simple, sauf que nous, on a un onboarding automatisé sur un produit qui est scalable, c'est-à-dire qu'on a des classes différentes, demain on peut dédoubler, détripler, quadrupler le nombre de classes comme à l'école. Tu as le CM1A, tu as le CM1B, etc. Tout ça en 2 clics, tu vois. Et ça, c'est hyper important. On a rendu notre produit scalable
ce qui n'était pas, tu vois. Après, sur produit scalable, on a fait plein d'autres choses qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais ouais. Xerius, c'est toi? Ouais. Alors, moi, ça serait de juste clarifier enfin, si vous êtes en phase de scaling et vous n'avez pas clairement de COO, sachez que ce rôle est fait pour simplifier toutes les opérations et tous les pôles. Donc, ça veut dire que, c'est-à-dire que si vous avez des dettes techniques dans les pôles, avec l'aide du CEO, ça peut vous aider à supprimer ces dettes et à fluidifier tous les pôles et à faire en sorte que tous les pôles travaillent mieux ensemble, puisque le pôle sales n'est pas contre le pôle marketing et inversement. Et du coup, ça fait comprendre à tout le monde qu'on est ensemble, on est une équipe et le CEO est au milieu pour fluidifier tout ça. Et donc, c'est hyper important à ce stade, je pense, d'avoir quelqu'un dans votre équipe qui va pouvoir piloter ça. Donc, ça serait mon conseil. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et bien sûr, dans les conseils, structurez-vous progressivement. Ne faites pas de la surstructuration, du surrecrutement. On a tous tendance à vouloir faire ça. Vous faites 20 cas par mois, vous appelez tout le monde CEO, CMO, si machin, si truc. C'est bien, vous avez les salaires qui vont avec, mais vous n'avez pas l'output. Donc allez-y doucement. Au début, j'avais un responsable marketing, un responsable du back-end. Il n'y avait pas les gros titres comme on a aujourd'hui, qui aujourd'hui ont du sens. J'étais l'admin. Sur la boîte. Moi, j'étais l'admin. C'est vrai que je faisais l'administratif et le juridique au début, juste. Ah. C'est Xerius qui faisait plus le CEO, là. Ouais, au tout début, ouais. Ouais. Je me rappelle. Ouais, j'étais venu pour le market à la base. Donc, mais tu faisais parce que s'il y avait besoin, tu vois. Parce que c'était le bordel. Il y avait besoin, donc merci Xerius. On va arriver à l'épisode pour aujourd'hui. Vas-y, tu veux finir par Xerius? Ouais, juste vraiment trop important ce que tu as dit. Ne vous structurez pas pour rien, quoi. Enfin, vraiment. Il y a beaucoup de... Ça, c'est un truc que j'avais lu dans le livre, justement. Genre, une erreur, c'est d'essayer de mettre des titres stylés, puisque tu dois payer les gens pour ces titres, alors qu'en vrai, ça sert à rien. Tu fais de l'ego en plus et tout. Enfin, c'est chiant. Faites pas ça. Ouais. Pas tant que vous n'avez pas la taille de boîte pour le faire. Ça, c'est l'erreur classique. 9 entrepreneurs sur 10 l'a fait celle-là. Alors qu'en fait, il y a énormément de... Ça dépend des postes, mais il y a des postes qui sont plus à faire monter en interne. Et par exemple, celui des opérations, il faut avoir quelqu'un qui vient d'en bas et qui a démontré certaines aptitudes psychologiques qui montrent qu'il va être la bonne personne pour ce poste-là. Mais souvent, c'est pas un recrutement d'extérieur comme ça qui va fonctionner, tu vois. Complètement. On pourra d'ailleurs faire un épisode tous les trois. Vous nous direz en commentaire si ça vous intéresse si on fasse un épisode 100% sur le recrutement, le management, la formation interne. Vraiment un épisode people. Et limite, on pourra même faire venir des gens en extérieur en plus de nous trois, parce que je pense à quelqu'un en particulier qui pourrait être cool pour ça. Donc vous nous dites dans les commentaires si ça vous intéresse et si vous voulez qu'on creuse plus sur des sujets de structuration, ou si par pitié, au secours, on ne supporte pas, reparlez-nous de marketing et d'argent. Ce sera vous qui déciderez. Merci à tous les deux. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Super. Merci à tous. On sait bien, on n'a pas parlé de problème de Stripe et tout. Parce que nous, on n'a pas ce problème. On est en France et ça fonctionne. Tac, là, tous les... Non, parce que je dis ça parce que dans les opérations, ils parlent tous d'autres problèmes, tu vois, les autres. Quand tu les as en off, tu vois. Donc, ça faut pas le dire. Voilà. Donc, ça enregistre toujours, là, hein? Ouais, ça enregistre toujours. Ça enregistre toujours. Merde. Je croyais que c'était fini. Merci à tous. Bye. Allez, à bientôt.